Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer sur le changement global et l'évolution des espèces. Nous rentrons dans la partie 2. Dans la première partie, en fait, on avait posé la problématique de changement global. On avait évoqué les 6 points qui définissent ce changement global. Et parmi cette problématique de changement global, en fait, on avait notamment parlé de variations climatiques et de variations de température. Et puis on était parti sur l'exemple des oiseaux en essayant de voir si au final ces oiseaux allaient pouvoir réagir à ce changement global et puis donner une réponse biologique qui permettrait d'éviter leur extinction. Et donc on était parti sur l'une des premières réponses qui était la plasticité phénotypique, qui est une réponse sans changement génétique, mais simplement par le changement d'expression de notre caractère génétique dans des limites particulières. Et donc on voit qu'il y a une certaine flexibilité. On était arrivé au point qu'au final ça ne marchait pas toujours. On avait pris l'exemple d'une mésange qui n'avait pas la capacité de comprendre la variation de l'environnement et donc qui se retrouvait dans une situation où elle pondait et où au final la disponibilité en nourriture était déconnectée par rapport à, par rapport à l'explosion de vie, en fait, on va dire, de multiplication de chenilles dont elle se nourrit. Donc une désynchronisation entre la ponte, l'élevage des petits et puis la présence de la nourriture. Donc ça ne marche pas tout le temps. Donc la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que génétiquement, on va pouvoir avoir systématiquement une adaptation des oiseaux à ce changement global? Donc on va parler de microévolution génétique. Est-ce que la génétique, des modifications génétiques peuvent parvenir suffisamment vite pour que chaque espèce ait une solution par rapport au changement climatique? La différence par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est que on va avoir une variation au niveau des gènes. D'accord? Donc cette variation au niveau des gènes, eh bien, elle intervient par le fait du hasard. Alors ce qui ne plaît pas tout le temps pour certains courants de pensée ou certains courants religieux, mais voilà, il faut reconnaître que l'évolution des espèces, elle est basée sur le hasard et notamment sur la présence de mutations et sur la présence de sélection liée à la pression environnementale. Donc, est-ce que systématiquement, on va pouvoir avoir au final une microévolution génétique qui me permette d'avoir mon moment de ponte au bon moment? Donc pour ça, on a effectivement la problématique du hasard qui figure ici. Vous avez ici 3 générations qui figurent sur le schéma. La génération N, cette génération N en fait, eh bien c'est un individu qui va donner spontanément lieu à, vous voyez, une modification génétique avec une mutation que je représentais avec la petite étoile rouge. Donc à la génération N+1, il va y avoir des individus qui vont se retrouver avec cette mutation et d'autres qui seront sans cette mutation. Si cette mutation s'exprime en fait par rapport aux caractéristiques environnementales du moment, eh bien, on peut avoir une évolution de notre espèce sur un point donné. Par exemple, ici, vous voyez qu'à la génération N+2, on a au final plus de jeunes, en fait, qui auront le gène muté que de jeunes qui auront le gène non muté. Donc on voit qu'ici, ça va prendre du temps, parce qu'en fait, ça va être sur plusieurs générations. Donc c'est une adaptation qui sera beaucoup moins rapide que la plasticité phénotypique dont on parlait tout à l'heure, qui demande du temps. Et puis, il y a bien entendu le fruit du hasard ici, puisque c'est basé sur des mutations. Alors, globalement, qu'est-ce que je vais retenir? Je retiens que c'est transgénérationnel, et puis que le hasard joue, et puis que ça prend du temps. Donc, comme la variation climatique peut être brusque et brutale,
on n'a pas forcément le temps, dans chacune des espèces, pour avoir, la chance d'avoir la bonne mutation qui permette, au final, ou une des bonnes mutations qui permettent à notre organisme de s'adapter. Et puis, on a vraiment cette grosse problématique de temps qui apparaît ici. Lorsqu'on a des changements très rapides, eh bien, ça donne beaucoup moins de chance à l'évolution pour parer à ce changement. Bilan. Bilan de notre questionnement. Au final, on a deux types de réponses possibles. Premier type de réponse possible, c'est la plasticité phénotypique, sans modification particulière des gènes. Par contre, ce qui est modifié, vous voyez, ici c'est l'expression de mes gènes avec le caractère moyen que j'ai colorié ici en jaune, dans des limites de plasticité inférieure et supérieure. Ça veut dire que mon animal qui se trouve là va pouvoir pondre de ce laps de temps à ce laps de temps, alors que celui-ci pondra de ce laps de temps à ce laps de temps. Donc vous voyez que d'une manière individuelle, eh bien, on a une certaine caractéristique et une certaine plasticité. Donc ça, c'est une réponse immédiate à une variation environnementale. Le deuxième cadre se trouve en dessous. Le deuxième cadre, c'est une mutation. Une mutation, donc fruit du hasard, avec bien entendu une pression de sélection, c'est-à-dire que l'environnement va favoriser certains individus par rapport en fait à leurs caractéristiques génétiques, et ces individus vont se multiplier davantage, vont se reproduire davantage, et donc cette mutation perdurera ou pas dans l'espèce. Donc ici on a à la fois le fruit du hasard et puis la problématique de temps qui va apparaître. Alors maintenant, dans ce bilan, je voudrais faire un lien entre l'individu, la population et l'écosystème. Chaque individu, comme on vient de le dire, pour chacun de ces caractères, va avoir un niveau moyen et puis des bandes supérieures et inférieures. Ça veut dire qu'on a un petit delta, on a ce qu'on appelle la plasticité phénotypique pour chaque individu, ce qui va lui donner une certaine capacité d'adaptation dans son milieu. Par exemple, si on est sur des variations de température, donc certains organismes arriveront à mieux s'adapter sur des températures plus fraîches, quand d'autres arriveront à mieux s'adapter sur des températures plus élevées. Et donc, on va parler de valeurs sélectives. Alors, qu'est-ce qui va changer chez l'individu? C'est d'abord son métabolisme. Et donc, puisque son métabolisme change, c'est sa physiologie qui va changer. Donc, l'individu, la réponse de l'individu à l'environnement va changer. Si on prend maintenant les choses à l'échelle de la population, je retrouve mon individu ici en bleu, il fait partie de toute une population d'individus. On retrouve pour chacun une caractéristique moyenne et puis des seuils inférieurs et supérieurs de plasticité. On se retrouve donc avec une population qui aura un certain delta d'adaptabilité, donc une certaine plasticité en termes d'adaptabilité, qui sera forcément plus importante que celle d'un individu isolé. Alors qu'est-ce qui va pouvoir changer au niveau de cette population? Et au final, cette population, en réponse à notre variation environnementale, eh bien, on va observer une variation de densité, une variation de diversité, puisque certains seront favorisés par rapport à d'autres, et donc variation de diversité en termes de phénotype et de génétique. Toutes ces variations en termes de population vont donc modifier l'abondance et la distribution de notre population dans un milieu. Et donc, puisque cette abondance et cette distribution vont varier au niveau de notre milieu, on va donc forcément avoir une répercussion sur notre écosystème, puisqu'on aura une variation de sa biodiversité, et donc on aura une variation de son équilibre. Vous voyez qu'on a bien un lien entre la variation d'un individu, que ce soit phénotypique ou génétique aussi, les mutations, on pourrait repartir sur la notion de mutation. Si un individu va avoir une mutation et que cette mutation s'exprime, alors au niveau de la population, on pourra avoir l'expression de cette mutation, engendrer à nouveau une variation de réponse de cette population
à notre variable de l'environnement, et donc une modification de son abondance et de sa diversité au sein de cette population, et donc une modification au niveau de l'écosystème. Globalement, en fait, on a dans notre problématique ici répondu à la question: est-ce que chaque organisme pourra s'adapter aux variations climatiques? La réponse est non. On va se retrouver avec des situations qu'on appellera des situations de maladaptation. Une situation de maladaptation, c'est quoi? C'est globalement la survie des jeunes qui baisse. C'est ce qu'on appelle un coût d'élevage qui va progresser. Ça veut dire qu'il faut apporter plus d'énergie pour que chaque individu augmente sa masse de quelques milligrammes, tant de milligrammes, il faudra apporter telle énergie. Ici, si on n'a pas une bonne adaptation, il faudra apporter plus d'énergie pour la croissance. Et puis un effort métabolique beaucoup plus important pour les parents. Donc les parents qui vont devoir développer beaucoup plus d'efforts pour nourrir leur progéniture. Et donc ici, vous comprendrez bien que forcément, il y a des problématiques qui vont apparaître. Donc des parents qui seront plus fragiles. Plus fragiles à quoi? Plus fragiles à la prédation. Peut-être qu'ils prendront plus de risques aussi. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir une déstabilisation de la population. Donc, ni le déplacement, la recherche d'un nouvel habitat, ni la plasticité phénotypique, ni l'adaptation génétique ne permettent d'affirmer que tous nos organismes vont pouvoir s'adapter. Loin de là. En fait, il y a une dernière voie qui malheureusement est une voie tellement actuelle, c'est que au-delà de la recherche de nouveaux habitats et de l'adaptation phénotypique et génétique, eh bien, il y a un certain nombre d'organismes qui ne sauront pas s'adapter et qui sont voués à disparaître. À très bientôt sur une nouvelle vidéo.